Donc merci Clémence. Et du coup, on va également vous présenter le deuxième projet de recherche. Du coup. Donc cette fois-ci, c'est un projet qui est porté par la structure Créalide, qui est une coopérative d'entrepreneurs et qui réunit à peu près 250 entrepreneurs de divers métiers. Du coup, ça va du bâtiment jusqu'à la formation professionnelle. Et donc APAISE, ça signifie l'adaptation, un processus d'ajustement incarné et situé. Donc on reprend la théorie définie tout à l'heure. Et les objectifs sont, le premier, du coup, c'est de poser les bases d'un modèle théorique du concept d'adaptation humaine. Donc c'est quand même un concept qui a été largement étudié dans la littérature, mais il n'existe pas de modèle clair qui définit réellement la nature de l'adaptation, son fonctionnement et les déterminants qui permettent de s'adapter. Le deuxième objectif, ça va être de construire un outil d'évaluation du potentiel d'adaptation que chaque individu a. Et le troisième objectif, ce sera de valider des solutions d'optimisation pour développer, pour améliorer ce potentiel d'adaptation. Ce projet est né d'un constat. Tout d'abord, certains auteurs ont pu mettre en évidence que dans notre société actuelle, on subit une accélération sociale exponentielle qui s'exprime sur 3 dimensions. La première, c'est l'innovation technique qui renvoie à tout ce qui est de l'ordre de la production, du transport ou de la communication. Par exemple, voir la mondialisation ou encore la modernisation qui ont de nombreuses conséquences comme la compression de l'espace, comme l'accélération des comportements économiques, les modifications des rapports sociaux ou les changements des process, et qui vont du coup nous obliger à avoir une reconstruction de nouveaux repères pour pouvoir s'adapter à la situation. La deuxième dimension, du coup, c'est celle du changement social, qui se retrouve du coup au niveau culturel, relationnel et personnel. On peut citer un exemple, du coup, Internet et les réseaux sociaux, sur le fait qu'aujourd'hui, tout est accessible et tout de suite, qu'on ne communique pas seulement en face à face ou par téléphone quand on est chez soi. Il y a vraiment, du coup, où qu'on aille, où qu'on soit, on est disponible, on peut être joint, on peut communiquer avec tout le monde. Et ce changement social, il a une conséquence qui est que le rythme de ces changements, du coup, il est supérieur à celui de la succession des générations. Il y a à peu près une trentaine d'années en arrière, du coup, c'était plutôt les générations qui faisaient les changements. Mais aujourd'hui, avec l'ère des nouvelles technologies et l'avancée fulgurante de ces nouvelles technologies, on a plusieurs changements au cours d'une vie. Et donc, de la même manière, ça induit une reconstruction permanente de nos repères. La troisième dimension, c'est celle du rythme de vie qui renvoie à tout ce qui est la répartition des différents rôles qu'on peut avoir. Et on peut prendre un exemple, celui du congé parental et l'apport économique. Aujourd'hui, on n'est plus comme il y a une trentaine d'années en arrière, c'est pas uniquement l'homme qui ramène l'argent au foyer et la femme qui s'occupe des enfants à la maison. Mais du coup, ces répartitions des rôles, elles ont aussi des conséquences qui est une densification du nombre de rôles à gérer, un sentiment d'urgence grandissant et une peur de plus pouvoir s'y. Et comme les deux autres dimensions, ça nous oblige aussi à reconstruire nos repères. Un autre constat, c'est celui dans notre société actuelle. Effectivement, il y a des signes d'un besoin de soutien et d'accompagnement. On peut remarquer effectivement un intérêt grandissant pour le développement personnel et la recherche du bien-être, la quête du bonheur, avec une hausse des ventes de livres pratiques en santé, bien-être et vie familiale. Donc par rapport, en 2017, il y a eu plus 5% par rapport à 2016, qui représente un chiffre d'affaires de 344 milliards d'euros. On peut noter également du coup une hausse d'activité pour les métiers du coaching et de la formation professionnelle. Donc c'est une étude qui a été faite par le Global Coaching Study en 2016. Donc il y a un engouement qui est de plus en plus fort pour ces pratiques. Le besoin de soutien et d'accompagnement, effectivement, donc on l'a vu par rapport à l'intérêt grandissant, que ce soit dans le domaine du développement personnel et la recherche du bien-être. Mais ce qu'on peut voir aussi, parallèlement à ça, c'est qu'il y a une expression d'un mal-être qui est aussi grandissant dans différents contextes de vie. Dont 3 contextes sont les plus représentés dans les chiffres actuellement. Et c'est les 3 contextes qu'on a choisis, nous, dans cette recherche de pouvoir approfondir. Le premier, c'est le contexte professionnel. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, avec tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a une augmentation assez impressionnante du coup du nombre de burn-out, du nombre d'épuisements professionnels.
C'est un mot qui commence à se démocratiser, mais avant on en parlait peu. Le deuxième contexte dans lequel on peut justement observer ce mal-être grandissant, bizarrement, c'est le contexte parental, mais des jeunes parents. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation énorme des dépressions postpartum. Et on a un nouveau terme aussi qui arrive, c'est ce qu'on appelle ça l'épuisement parental chez les jeunes parents. À tel point qu'aujourd'hui, un couple sur 3 se sépare avant les 3 premières années de l'âge du premier enfant. Le troisième contexte, du coup, dans lequel on peut voir l'émergence un petit peu de ce mal-être, c'est au niveau du contexte du vieillissement et notamment au niveau du passage à la retraite, puisque dans une société où la productivité est de plus en plus encouragée, quitter le monde du travail pour pouvoir être dans un nouvel environnement, eh ben, ça fait changer beaucoup de choses, ça fait changer beaucoup de repères. Toute l'identification qu'on avait à son travail, elle bouge. Et ça cause, et c'est en train de causer de plus en plus, du coup, tout un tas de répercussions, comme du coup une perte de repères, ça peut causer de l'anxiété, et également une perte de confiance et une dévalorisation pour pouvoir justement savoir à quoi se revaloriser par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on est, nous, et dans notre société. Alors du coup, tout ça, ça nous amène à une seule question. Alors tout change, ça c'est sûr. Et puis ça change drôlement vite en plus, dans notre contexte actuel. Alors comment est-ce qu'on fait pour vivre ce changement-là ? Forcément, on va solliciter nos capacités d'adaptation. Mais justement, ces capacités d'adaptation-là, comment est-ce qu'elles se construisent ? De quelle manière est-ce qu'elles émergent et est-ce qu'on peut les renforcer ? Notre problématique à nous, du coup, c'est que, sachant que l'adaptation est un processus d'ajustement et de réajustement permanent, et qu'elle est toujours inscrite dans un fonctionnement corporel et contextuel de notre cognition, cette recherche-là se pose spécifiquement cette question, du coup, en quoi la perception des informations corporelles, qui sont forcément du coup liées à un contexte, donc contextuel, vont nous permettre de pouvoir nous adapter au changement. Est-ce que c'est un levier sur lequel on peut s'appuyer, réellement ? Nos hypothèses de recherche, c'est que du coup, effectivement, nous, on pense que la perception de ces informations corporelles, elle va permettre de s'adapter au changement, mais pas de n'importe quelle manière. Alors ça paraît évident pour tout le monde, mais dans la littérature scientifique, c'est pas évident de poser un modèle qui puisse prendre en compte justement ces informations-là quand on parle d'adaptation. Ce qu'on postule, en fait, c'est que du coup, bien sûr, qu'on a un jugement métacognitif, c'est-à-dire quand c'est se voir faire. Un jugement métacognitif, c'est le fait de se voir évoluer et de poser un jugement sur la manière dont on réagit, qui va du coup effectivement donner une perception de la situation et qui vont produire un comportement. Ce qui est important pour nous dans cette recherche, c'est de réintégrer l'importance des sensations corporelles dans ce processus de réajustement permanent, non seulement de le réintégrer, mais même d'aller un peu plus loin, de dire justement qu'elles sont même essentielles quand on apprend à rééduquer son attention, quand on laisse place à l'évolution de nos sensations corporelles à chaque instant pour pouvoir nous adapter. De manière à ce que nos sensations corporelles puissent agir comme un baromètre de son propre équilibre personnel. Alors quand on parle de sensations corporelles, on parle de la proprioception, qui est la sensation du coup de ses muscles et de ses ligaments, et de la posture de son corps. On parle également de l'interoception, qui est la sensation de toutes ces viscères qu'on peut ressentir à chaque instant. Et on parle également aussi de tout ce qui est extéroception, c'est nos sens, c'est tout ce qui nous met en contact avec ce qui se passe à l'extérieur, nos 5 sens. Et du coup, les solutions qu'on propose dans ce projet de recherche, ça va être tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, de poser les bases d'un modèle d'adaptation incarné et situé de l'individu. Ça va être aussi effectivement de développer un outil d'évaluation de ces ressources adaptatives pour pouvoir évaluer le potentiel d'adaptation de l'individu qui va reposer sur ses habilités mentales et sur son ressenti corporel et émotionnel. Et ça va être du coup de proposer des solutions d'optimisation de ces ressources adaptatives selon différents contextes pour pouvoir reconnecter le lien corps-cognition et les solliciter de manière adaptée. Donc pour l'instant, l'outil du coup qu'on va utiliser, c'est celui de la méditation pleine conscience, parce que c'est l'outil qui a été le plus documenté dans la littérature scientifique et qui effectivement a mis en évidence un certain nombre de bénéfices pour les personnes qui pratiquaient cette méditation.
Et donc l'objectif, ça va être de développer différents protocoles qui vont être adaptés à chaque contexte de vie. Donc le contexte de travail, le contexte parental et le contexte de vieillissement, passage à la retraite. Pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, on a posé différents axes et on va commencer, donc on a déjà commencé depuis octobre, le premier axe qui est de modéliser donc, ce concept d'adaptation. Donc je passe un peu rapidement, si vous avez des questions, on en parlera un peu plus tard. Mais globalement, du coup, le premier axe, ça va être la modélisation du concept. Le deuxième axe, ça va être le développement et la validation scientifique de l'outil d'évaluation. Et le troisième axe, ça va être de développer, tester du coup les solutions d'optimisation en fonction des trois contextes. Donc voilà, pour l'équipe de recherche, vous l'aurez deviné. Du coup, voilà, on est toutes les deux sur ce projet de recherche-là. Voilà, avec bien sûr des partenaires, mais c'est quelque chose qui a été fait déjà en premier plan en binôme. Les soutiens financiers du coup, qui nous permettent de pouvoir réaliser ce projet qui est assez conséquent en termes de coûts, puisqu'en plus il est sur 4 ans. Ça a été le même processus que le projet d'avant, que le projet Repère. Il est passé justement par du coup, un agrément du crédit d'impôt recherche. De la même manière, il a été effectivement épluché sur une temporalité assez élevée. Par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et du coup ça nous est revenu validé, donc on était très contentes, validé pour ces 4 ans, pour les 4 années. On est aussi du coup soutenu et superbement soutenu par Créalid, qui est la coopérative d'entrepreneurs dans laquelle on a nos activités de consultante, du coup, qui porte la structure du projet, la structure juridique, et également qui nous permet de pouvoir avancer les frais chaque année. Sans qu'on ait besoin de faire de prêt bancaire. Sans qu'on ait besoin de faire de prêt bancaire. Et on a également du coup un soutien de la part de la région, alors qu'ils sont très intéressés par le projet, mais la structure de Créalid, qui est une coopérative d'entrepreneurs, fait débat au niveau de la région pour savoir comment allouer certaines aides à l'innovation. Donc du coup, voilà, c'est en cours, mais aussi un grand merci à la région qui est bien présente. Et au niveau de nos partenaires, pour le moment, donc voilà, on ne va pas tous les citer, mais un grand merci à eux, soit des partenaires méthodologiques pour des discussions méthodo, pour des appuis techniques, pour des publications scientifiques, pour aussi donc, des partenaires financiers, et aussi quand on va passer à toute la phase de passation des protocoles, parce que vous l'avez vu, il y a 3 contextes, ça veut dire qu'on va avoir 3 protocoles différents. Dans chaque protocole, il va y avoir des groupes de comparaison, donc ça va être très lourd au niveau de la passation. Et du coup, voilà, on a déjà des partenaires par rapport à ça et on va aller encore en chercher d'autres, je pense. Voilà. Donc, nous, on a fini pour nous. Merci beaucoup. Et on va repasser. Donc vous voyez qu'on est bien parti là. On a pour 4 ans, mais avec une sacrée équipe. Hein. Donc merci beaucoup Clémence et Caro, vraiment de cette explication limpide de ces projets. Et en ce qui concerne Abscis, le fait de pouvoir essayer de concrétiser, d'objectiver ce que c'est que l'efficacité relationnelle, c'est vraiment quelque chose, un plus très très important pour nous, parce que au niveau des interventions auprès des entreprises, ça va permettre de pouvoir mesurer avec l'outil avant les formations quels sont les facteurs une fois qu'ils auront été identifiés pour chaque personne, pouvoir l'évaluer à la fin de la formation, pouvoir le réévaluer quelques mois après, et surtout du coup pouvoir voir quels sont les facteurs qui ont glissé, qui ne sont plus forcément très performants, et créer dans les entreprises à ce moment-là des groupes de travail, ou des groupes de supervision, ou du coaching, ou une demi-journée de formation sur tel facteur, etc. Et donc de cibler beaucoup plus la formation et de vraiment avoir un retour sur l'investissement au niveau des formations. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui, je pense, est tout à fait en cohérence avec nos valeurs, qui est à dire que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir
être partenaire avec les entreprises, de faire avancer les choses et pas d'être uniquement un fournisseur de formation pour avoir un chiffre d'affaires à la fin de l'année. Voilà. Donc, voilà, moi je suis extrêmement heureuse de pouvoir qu'Apsis puisse faire ça. Je suis extrêmement heureuse parce que petit à petit je vais passer la main, mais je vais garder un petit peu de temps pour la recherche parce que ça c'est super. Et qu'il y a une équipe de jeunes là qui va prendre le relais petit à petit et c'est top.